Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Confession, témoignage, cri du cœur. Nous vous ferons vivre dans ce journal le désarroi des familles des 5 jeunes pêcheurs de Yoff disparus en mer il y a quelques jours. La brise nourrit encore les espoirs de retrouver les corps. Emploi des jeunes, les autorités ne reculent pas dans leurs engagements. Le préfet de Dakar a rencontré ce jeudi une assemblée de jeunes. Alioune Badara Samb les a écoutés et a compris et compte transmettre leurs préoccupations acquis de droit. On s'y attendait, c'est arrivé, un nouveau report des élections locales en février 2022. Le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres hier et des acteurs de la société civile crient au scandale. C'est à suivre dans cette édition. C'est comme une boule dans la gorge. Ces familles ne parviennent pas à faire le deuil de leurs enfants. 5 jeunes pêcheurs disparus en mer depuis près d'un mois. Plongés dans un désarroi, ils interpellent les autorités compétentes afin de retrouver les corps. Pape Ibrahim Mandiaye et Moussa Fall sont allés les voir à Yoff. À Yoff, le vent de tristesse de la plage souffle en particulier sur le domicile des Fall. Une famille plongée dans la consternation depuis le 26 février dernier, date à laquelle de jeunes pêcheurs membres de la famille ont été portés disparus en mer. Pratiquement un mois après, Banda Diène continue de pleurer ses fils. Comme ni gaal di tëmbe maré rek parce que dem ñëwaat léegi bokkul ak maré 3 jours. Ils étaient partis en mer pour y faire 3 jours. Pour nous, jusqu'ici, il n'y a rien d'anormal, parce que c'est fréquent de voir des pêcheurs faire autant de jours en mer. Mais lorsque nous sommes restés pendant plus de 4 jours sans avoir leurs nouvelles, là, nous avons commencé à vraiment nous inquiéter. Tout le village s'est par la suite mobilisé pour les retrouver. Au total, ils étaient 5 à avoir quitté le quai de pêche de Yoff pour durer au moins 3 jours en mer. Sans nouvelles de l'équipage, les pêcheurs de la localité engagent des recherches pendant 7 jours mais en vain. Leur pirogue fracassée sera finalement retrouvée par un pêcheur de Thiaroye. Cet événement malheureux doit obliger les pêcheurs à miser sur la géolocalisation, estime Ibrahim Fall. Je pense que la géolocalisation est devenue indispensable aujourd'hui pour éviter ce genre de drame. Et c'est à l'État d'accélérer le processus et de nous accompagner à avoir des GPS. C'est vraiment important pour nous. Retour dans la maison des disparus, située à quelques pas de la plage. La famille a du mal à faire son deuil. Incapable de supporter sa douleur, la mère de 3 pêcheurs concernés ne va pas sortir de la maison pour cacher sa tristesse, mais leur tante accepte de témoigner pour étaler sa colère à l'endroit des autorités. Personne ne souhaite voir ses enfants disparaître en mer. C'était des jeunes braves, courageux qui aidaient énormément leurs parents. Ils ont connu une fin tragique, mais nous ne pouvons qu'accepter leur sort. Mais je tiens à déplorer l'habitude des responsables du quai de Yoff et de la mairie. Le maire aurait dû se déplacer en personne pour s'enquérir de la situation. Vous imaginez, nous avons perdu 5 de nos fils. Il ne s'est même pas déplacé pour nous rencontrer. 5 personnes yoo xam dañ fi jóge du kenn ku ñëw taxaw ci ñoom ne la day fi ñu jëlee la loolu rafetul lu ñaaw la. Depuis le 26 février, les membres de la famille Fall ont connu toutes les étapes, de la tristesse au désespoir en passant par la colère, mais ils espèrent un jour avoir un signe de vie des disparus, à défaut ne plus vivre une telle tragédie. Par la mer, nous nous rendons à Saint-Louis et c'est pour parler de cet accord de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Et les 2 pays ont décidé de construire ensemble un pont sur le fleuve Sénégal en vue de faciliter la circulation des personnes et des biens. L'ouvrage est évalué à plus de 50 milliards de francs CFA. Momar Alesnian, Mokhtar Seck ont assisté à la signature de convention à Rosso. Le Sénégal et la Mauritanie ont paraphé un contrat en vue de la construction du pont de Rosso
qui va relier les rives des deux pays. La signature de cette convention s'est déroulée à Rosso, Mauritanie, en présence des autorités des deux pays. La construction du pont de Rosso, infrastructure essentielle du corridor transcôtier Tanger, Casablanca, Nouakchott, Dakar, Abidjan, Lagos, participe grandement à la mise en œuvre de la politique d'intégration sous-régionale. Cette dernière a pour ambition de favoriser l'interconnexion des réseaux routiers de nos pays, réduire la durée des voyages, accroître les échanges commerciaux et renforcer la cohésion entre nos deux peuples. Un projet tant attendu par nos populations qui va constituer évidemment un facteur extrêmement important d'intégration économique et sociale entre nos deux pays, mais également entre l'Europe, le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne. L'infrastructure, qui aura une longueur de 1461 mètres et une largeur de 14,55 mètres, va coûter environ 59 milliards de francs CFA. Les ponts de Rosso est l'environ de 88 millions d'euros répartis comme une subvention de l'Union européenne autour de 20 millions d'euros, des prêts de la Banque africaine de développement presque de 41 millions d'euros, la Banque européenne d'investissement 22 millions d'euros, le gouvernement du Sénégal plus de 1 million d'euros et le gouvernement de la Mauritanie presque de 4 millions d'euros. Ce projet, dont le démarrage des travaux est prévu en juin prochain, est financé par l'Union européenne et la Banque africaine de développement. Un mot sur les tensions qui ont éclaté il y a quelques jours à Sanio, en Gambie. La délégation du ministre sénégalais de la Pêche est arrivée à Banjul. Elle s'est d'abord rendue au centre qui abrite les sinistrés sénégalais à 5 km de Sanio, théâtre donc de tensions entre les autochtones et des ressortissants sénégalais. C'était le 15 mars dernier. Alioune Ndoye a lancé un message de paix avant d'annoncer une aide de 25 millions de francs CFA en guise de soutien. Actuellement, les efforts des autorités semblent orientés vers l'emploi des jeunes puisque Macky Sall s'est engagé à résoudre cette problématique. Le préfet de Dakar a présidé aujourd'hui une réunion avec des jeunes. Ces derniers lui ont confié leurs difficultés, leurs besoins et surtout leurs attentes à transmettre donc au chef de l'État l'essentiel des échanges avec Mamadou Dian et Souleymane Diallo. Le préfet a reçu l'ordre de rencontrer les jeunes du département de Dakar. Objectif, recueillir leurs problèmes liés à l'emploi. Il s'agit donc d'abord de les écouter parce que, comme vous le savez, l'autorité a demandé à ce que nous puissions recueillir les expressions de besoins, les attentes, les préoccupations de cette frange importante du département de Dakar afin que dans le cadre d'une démarche inclusive, qu'on puisse procéder à un recensement et à une catégorisation sous forme de nomenclature de ces besoins. Les communes semblent avoir de réels problèmes pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Le manque de suivi de l'État est indexé. Nous, on a fait le tour des quartiers, on a recensé tous les jeunes qui sont dans la commune. Et là, nous les avons organisés par secteur. Là, nous sommes prêts pour les accompagner dans le cadre du financement et de la formation. Peut-être qu'il manque de suivi au niveau des autorités. À la commune de la Médina, 2 points hantent les jeunes. En l'occurrence, l'employabilité des jeunes et les financements. Donc je pense que par rapport à ces 2 points, nous avons nous aussi donné nos doléances. D'autres communes souhaitent que le secteur privé soit privilégié, mais qu'il assume sa responsabilité sociétale d'entreprise. Au niveau de Dakar Plateau, par rapport à l'emploi, nous avons le problème du RSE. La responsabilité sociétale des entreprises. On remarque que toujours les jeunes ne sont pas souvent intégrés dans ces entreprises. Les jeunes peuvent nourrir l'espoir de voir leurs problèmes trouver une réponse favorable. Non, de réelles pistes de solutions seront trouvées, ça c'est sûr. 31% des jeunes sont au chômage dans le département de Dakar, soit 110 000 en valeur absolue, selon les chiffres projetés à la Chambre de commerce, où les jeunes du département de Dakar ont exposé leurs problèmes dans un comité départemental de développement, CDD.
Et pendant ce temps, beaucoup de jeunes ont décidé de se prendre en main en attendant d'avoir un meilleur travail. Ce sont des livreurs et chez nous, on les appelle les tiak-tiak, un travail florissant quand même, mais non sans risque. Notre reporter Ngordjouf en a intercepté quelques-uns dans les rues de Dakar. Assis sur sa moto Jakarta, casque bien visé sur la tête, Hassan Sankaré fait partie des nombreux jeunes qui parcourt les rues et ruelles de la capitale pour livrer des colis. Ce métier pour lui est un choix qui lui offre beaucoup de liberté. La livraison est un métier libre mais aussi très noble. C'est un travail qui demande aussi beaucoup de détermination. Conscient des nombreux risques qu'offre le métier de livreur, Oumar Gueye est vigilant avec la clientèle. Selon lui, la vérification des marchandises est inévitable. On est toujours vigilant parce que ce n'est pas toujours sûr. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont mal intentionnées. Et avant de faire une livraison, il faut toujours savoir c'est pour quel type de marchandise. Il conseille aux livreurs d'accorder une attention particulière aux marchandises à livrer. Je conseille à tous mes amis livreurs de faire très attention aux marchandises, surtout quand elles sont déjà emballées, quelle que soit la somme qu'on nous paye pour la livraison. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se livrent à la livraison. Les tchak-tchak, une ruée qui ne manque pas de conséquences, d'où l'importance de la prudence dans le métier. À Medina Yoro-Fula, dans la région de Kolda, les jeunes et les élus locaux en signe un pacte de non-violence. Les deux parties s'engagent ainsi à œuvrer ensemble pour le développement socio-économique de la localité. Correspondant Seydou Diatta. La quasi-totalité des maires des différentes communes du département de Médina Yoro-Fula, les organisations de jeunesse et les groupements de femmes ont pris part à la rencontre. Près de 3 tours d'horloge ont suffi pour évaluer la première semaine mouvementée de ce mois de mars suite à l'éclatement de l'affaire dite Ousmane Sonko Adji Sarr. Les gens qui ont marché, ils sont dans le droit de marcher. Mais dans le département de Médina Yoro-Fula, nous les jeunes, nous allons nous mobiliser pour accompagner le président de la République parce que c'est lui qui nous a convaincus. Pour le maire de la commune de Médina Yoro-Fula, Kalidoussi, les jeunes de la localité ont marché pas pour protester, mais juste lancer un message aux autorités centrales. En tout cas, le département de Médina Yoro-Fula, les jeunes sont conscients. Et les jeunes qui ont décidé de marcher, ils ont marché pour dire que nous avons encore besoin d'emploi, nous avons besoin de routes, nous avons besoin qu'on finalise les autres sentiers, nous avons besoin d'être accompagnés davantage. Le président du conseil départemental de son côté salue le comportement des jeunes et invite l'État à plus d'efforts dans la formation. C'est des jeunes qui ont compris qu'ils ont un jeune département où tout est à faire. Donc gâter le peu qui a été fait ici par son excellence le président Macky Sall, c'est pas une bonne chose. L'ADER a donné 117 millions aux jeunes du département. Le Fonds 6 a financé 21 millions pour 7 projets de jeunes du département. Donc c'est bon de financer les jeunes, mais il faut les former, puisqu'on ne peut pas faire sans apprendre. Désormais, les élus locaux promettent d'être plus proches de la jeunesse et œuvrer quotidiennement à éradiquer les frustrations à travers la recherche des opportunités d'emploi pour les jeunes. Sans surprise, l'actualité de ce jeudi, c'est aussi le report, une fois de plus, des élections locales en février 2022. Les acteurs politiques ne sont pas parvenus à un consensus sur une date définitive. Le Conseil des ministres a alors adopté hier le projet de loi portant report des élections, de ces élections. Djibril Ning du CRADEC crie au scandale et dénonce une démarche illégitime. On l'écoute. Cette proposition a été rejetée par l'opposition, par les non-alignés et la société civile, comme étant une décision non seulement unilatérale, mais illégitime et illégale, et qui peut être source d'instabilité et de confrontation. C'est non seulement un manque de sincérité, mais un manque de loyauté. Le calendrier démocratique est foulé aux pieds simplement. On va aller à un 3e report en dehors de tout respect des normes démocratiques et des règles édictées par le code électoral.
L'Union des magistrats du Sénégal en conclave sur les enjeux et perspectives des réformes de la justice. L'UMS souhaite inclure les décideurs à l'issue de ces concertations entre acteurs de la justice. Le compte-rendu est signé Abdoulrahmani. Des limites de la justice déjà identifiées, rassure le président de l'Union des magistrats du Sénégal. Il s'agit des limites notées au niveau du parquet et du Conseil supérieur de la magistrature. Souleymane Teliko persiste et signe, ce conseil ne doit en aucune façon être présidé par l'exécutif. Il y a une inadéquation entre d'une part la mission qui est assignée à ce conseil et d'autre part les règles d'organisation et de fonctionnement de ce conseil. Quand on analyse ces règles-là et qu'on les compare également à celles qui régissent les conseils d'autres pays, comme le Cap-Vert, comme le Maroc, pour ne citer que des pays africains, je ne parle même pas des pays européens, on se rend compte que notre conseil, il est sous la tutelle de l'exécutif. Et nous considérons qu'un conseil qui a pour tâche de protéger les magistrats et de renforcer l'indépendance de la justice, de garantir l'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique, on ne peut pas le mettre sous la tutelle de ce pouvoir exécutif. Le secrétaire général du ministère de la Justice ne le voit pas de cet œil. Pour elle, la présence de l'exécutif au Conseil supérieur de la magistrature n'a aucun impact sur l'indépendance de la justice. La Constitution du Sénégal dispose dans son article 88 que, je cite, « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour des comptes et les cours et tribunaux. » Fin de citation. Ce même texte fondamental garantit l'indépendance de la justice et de celles et ceux qui la rendent en proclamant notamment en son article 90 que les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Vous en conviendrez, notre système judiciaire contient les garanties intrinsèques de nature à permettre à tout magistrat qui le souhaite d'assumer son indépendance. Quoi qu'il en soit, une perception d'une justice non indépendante semble généralisée aux yeux de beaucoup. En croire le représentant de la société civile, Alioune Tine parle d'une justice défaillante qui pourrait engendrer des conséquences non souhaitables. C'est une perception que la justice n'est pas indépendante. On parle effectivement modernisation de la justice, mais c'est la modernisation de notre État. Parce que nous savons effectivement que quand nous avons une justice qui est faible, c'est que déjà, il faut craindre pour notre propre État, pour les assises de notre propre État. Si la justice est défaillante, nous pouvons avoir un État défaillant. Et avant qu'il ne soit trop tard, il faut impérativement l'exécution des conclusions des assises de la justice, selon le procureur général de la Cour d'appel de Dakar. Et les conclusions qui ont été également tirées des travaux que nous avons eus au niveau du ministère pendant 2 ans, je dis simplement que le thème d'aujourd'hui, c'est un appel au pied afin que ces conclusions soient tirées des tiroirs pour qu'on puisse passer à leur exécution. Et je suis tout heureux également que ce thème soit aujourd'hui d'actualité. Elle est d'autant plus d'actualité que nous vivons une société où la justice, par ces temps qui courent, revêt toutes les qualifications possibles. Un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le premier président de la Cour suprême, la culture du mérite et de l'excellence, et des juges d'instruction qui ne doivent pas être nommés par décret, entre autres recommandations. Le reste de l'actualité consacrée à une commémoration 25 mars 1957, 25 mars 2021, 64 ans depuis la disparition du premier khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy, homme de sagesse, de science et de culture à jamais dans les cœurs matarguères. رضينا بشيخا إلى آخر الدهر. أبونا أبو بكر وإن كان في الغبر ردينا به شيخا إلى آخر الدهر. Même placé dans les sépulcres d'un mausolée, notre allégeance à Khalifa Ababacar Sy va demeurer jusqu'à la fin des temps, lui dit son fils, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. أبونا أبو بكر وإن كان في القبر
Cheikh Al Khalifa, de son vrai nom, Serigne Babacar Sy, est né en 1885 à Saint-Louis. Le deuxième fils de Seydi El Hadji Malick Sy est devenu calife général des Tidjanes en 1922, date de la disparition de son vénéré père, Maodo. Homme de science et de culture, Serigne Babacar Sy était le symbole de la confrérie Tidjane au Sénégal. La courtoisie et l'humilité, des manteaux qu'il a portés toute sa vie. La jeune génération ne l'a pas connu, mais respire et s'inspire de sa vie. Mani waxna ci kër soxna Mariam Kunta mom seigne Babacar Sy ni am na ñuy ñëwi te kenn ci ñoom mësuma teg bët sama lépp ñoo koy sottal ëllëg ci ginnaaw mbay gisuñu mbay te mbay lañu gëm xale boo ci waxal mooy maamam pour yàlla moo ko jagaleel. Khalifa Ababacar Sy était un homme ouvert d'esprit, mais ferme dans ses principes. La charia, la sunna et la tariqa, trois piliers sur lesquels il a su bâtir sa philosophie. Sëñ Babacar yaa yor tariqa bi yor sharia bi yor yaa yor leneen. À cheval sur le spirituel et le temporel, Borom Boné Karébi était un chef religieux très engagé dans la situation politique de l'époque. Si le président Senghor, catholique, est devenu président dans un pays majoritairement musulman, c'est en partie grâce à lui. La fidélité était aussi sa marque de fabrique. L'histoire raconte qu'il ne s'est jamais séparé de son bonnet carré noir. Tel Aboubacar Sadir, le compagnon du prophète alayhi salam, il a su occuper le vide laissé par son vénéré père, El Hadji Malick Sy. Le saint homme a tiré sa révérence le 25 mars 1957, une date restée gravée dans la mémoire collective. Son petit frère, Serigne Mohammedoul Mansour Sy Al Khawmi, lui succède au califat. Merci beaucoup Martha Hargar. Une note de sport. Les championnats du monde de boxe arabe sont prévus du 21 avril au 1er mai prochain à Moscou. Près de 160 combattants sont attendus dans la capitale russe. L'Afrique sera représentée par ses 53 fédérations membres. Et je propose d'écouter le président de la Confédération africaine de boxe arabe, Eric Richard Ella Bekale, au micro de Seikou Seydi. Déjà, ce sont des championnats du monde de boxe arabe. Les championnats du monde lors d'une discipline sportive, c'est le sommet. C'est-à-dire que tout jeune qui pratique un sport, quel que soit le sport, rêve d'être champion du monde. Je parle des jeunes ambitieux. Et donc, c'est du prestige pour lui, pour sa famille, pour son pays et pour l'Afrique. De un. Et de deux, ça va permettre encore de booster la boxe arabe en Afrique. Nous partons avec un objectif simple. Quand je parle de nous, je parle d'Afrique. C'est de ramener la moitié des ceintures qui seront mises en jeu pour présenter une image très positive de l'Afrique. Une image d'une Afrique conquérante et compétente, comme je vous l'ai dit déjà lors d'une question. Et si nous ramenons la moitié des médailles qui sont mises en place à Moscou, le regard du monde entier vis-à-vis de l'Afrique va changer. Parce que tous les continents y seront représentés. Nous attendons à peu près 160 pays. Donc vous imaginez que si l'Afrique arrive à avoir la moitié des ceintures, ou 40%, ça va démontrer au monde entier que nous maîtrisons ce sport, que nous l'avons bien accueilli, et ce sera une très bonne chose pour l'Afrique. Ça c'est de un. De deux, ça va booster la promotion de la boxe arabe dans le monde entier. Parce que nous attendons 800 journalistes minimum de tous les continents. Donc vous pouvez imaginer l'impact médiatique que ça peut donner à cette compétition. Ça va apporter quoi d'autre en Afrique? Ça va apporter que nous attendons une quarantaine de ministres des sports africains. Ce sera la première fois que tous les pays africains vont se réunir dans un pays hors du continent. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la régie. Bonne soirée en compagnie des programmes de ITV. Au revoir.